Merci à Futura de m'avoir invité pour passer cette matinée avec vous à travers cet exposé, puis ensuite avec la table ronde qui nous permettra d'échanger parce que c'est ça qui est intéressant. Et je dois dire que je suis d'autant plus content que ça me donne l'occasion de retrouver quelques vieux amis comme le général Vatin-Augouard ou Guillaume Poupard. Et par contre, je vais louper mon ami Villani parce que je ne peux pas malheureusement rester cet après-midi. Alors, le thème qui est choisi, donc, c'est les fondements et frontières de la souveraineté numérique. Et la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive à parler de souveraineté? Et c'est vrai que quand on regarde, il y a une émergence ou un retour du concept de souveraineté dans notre monde, dans notre pays et dans d'autres pays d'ailleurs aussi, parce qu'on se trouve en face d'un changement fondamental au niveau du monde. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est le premier point qu'il ne faut pas oublier. Hein. Nous avons vécu une époque, je dirais depuis 90, depuis 30 ans maintenant, on a vraiment cru plus ou moins, on a cru que la mondialisation allait régner dans le monde. Et la mondialisation, la circulation des informations dans tous les sens, ne justifiait absolument plus la souveraineté. Mais depuis 10 ans, on assiste à l'émergence d'un nouveau concept qui est dire la fin de la mondialisation, et on rentre dans ce qu'on appelle la multipolarisation étant le regroupement d'entités, de pays, de groupes de pays qui se retrouvent autour d'un certain nombre de points, de valeurs, d'histoire, de culture, de religion, de ce que vous voulez. Et ces pays se retrouvent et forment un bloc et exigent au niveau mondial qu'on les reconnaisse comme spécifiques et n'ont rien à voir avec les autres. C'est un bouleversement absolu par rapport à ce qu'on connaissait avant, et ça fait émerger l'idée de souveraineté, parce qu'évidemment, si vous voulez affirmer votre spécificité, la suite est logique. Nous sommes dans la souveraineté. Alors, je rappelle, pour ceux qui pourraient avoir oublié, que la souveraineté, c'est le droit absolu d'exercer une autorité législative, judiciaire ou exécutive sur une région, sur un pays, comme je viens de vous le dire, ou sur un peuple, il ne faut pas l'oublier non plus. Et il faut bien rappeler aussi à ce moment-là, et rappelons-nous ce que disait le général de Gaulle, qui disait « Tout système, je cite, qui consisterait à transmettre notre souveraineté à des aéropages internationaux serait incompatible avec les droits et devoirs de la République française. » Et là, on est véritablement au cœur de cette souveraineté. Cette souveraineté qui, au niveau d'un pays, peut être, bien entendu, politique, c'est ce que disait le général, mais également elle peut être territoriale, elle peut être économique, elle peut être militaire, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien entendu, numérique. Alors, je voudrais, là aussi, à ce stade, rappeler ce qu'on appelle le numérique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise les mots, mais il est bon de temps en temps de se souvenir avec précision de ce que ça veut dire. Et la définition du numérique, on peut dire, c'est une information. Ah oui, peut-être comme ça, oui. Oui, ça ira, oui. Une information qui se présente sous forme de nombres. Je cite les textes. Nombres associés à une indication de la grandeur physique à laquelle il s'applique, permettant les calculs, les statistiques et la vérification des modèles. Alors tout ça, c'est pas clair, mais c'est quand même la définition officielle. En réalité, la souveraineté numérique, c'est donc tout ce qui permet à un État, ou une organisation d'ailleurs, d'établir son autorité pour exercer ses pouvoirs dans le cyberespace, bien sûr, en couvrant des domaines comme le contrôle des données personnelles, ou la dépendance technologique, pour en citer quelques-uns. Alors, pour aller plus loin, il faut se souvenir que la souveraineté numérique, elle est de deux ordres. Parce qu'il faut là aussi, il faut aller un peu plus loin que ce qu'on regarde. Il y a d'abord la souveraineté numérique proprement dite, qui concerne la propriété et fait référence à la capacité de gouverner l'infrastructure numérique. Alors, celle-là, cette souveraineté numérique-là, telle qu'elle est conçue, elle permet de donner confiance aux citoyens, aux entreprises et aux administrations en contribuant à la protection de leurs données personnelles, professionnelles ou étatiques. Et on la mesure
en identifiant au niveau des fournisseurs des technologies et des personnes les endroits où un effet de verrouillage ou d'autres problèmes affectent ou peuvent affecter la souveraineté numérique. Donc c'est une notion de propriété, ce qui me paraît important. Mais la deuxième, qui est à l'intérieur de la souveraineté numérique, c'est la souveraineté des données. Et la souveraineté des données, elle, concerne le contrôle. On est donc dans autre chose. Elle fait référence aux lois et à la gouvernance entourant la collecte et le stockage des données, et elle repose, c'est important, sur l'autorité permettant de détenir les données. Alors, et elle sert bien entendu en droit générique au service des nombreux aspects liés au traitement des données numériques entre protection, chiffrement, transmission et stockage. Donc on a d'un côté, on a dans la souveraineté numérique, on a la propriété, dans l'autre côté, il y a le contrôle. Les deux éléments, évidemment, se conjuguent. Alors en France, la RGPD, la fameuse RGPD, établit ce qui est acceptable en matière de collecte, de traitement et de stockage de données personnelles. Tout le monde le sait, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Et on attend des entreprises qu'elles respectent la vie privée, qu'elles soient transparentes sur la manière de collecter et d'utiliser les données, et que leur fournissent les outils dont elles ont besoin pour gérer leurs données. Donc là-dessus, c'est assez clair, en définitive, au niveau français. Alors, c'est vrai que la France était un peu isolée au niveau européen, et donc au niveau de l'UE, on a eu, dans le cas du Digital Cyber Act, donc mis en marche, je vous rappelle, le 6 mars 2024, donc il y a peu de temps quand même que ça a pris au sérieux au niveau européen. On a vu donc le commissaire européen de l'époque, Thierry Breton, qui a fait adopter 3 textes. Le Digital Operational Resilience Act, le DORA, pour les financiers, le Digital Service Act, le DSA, pour les contenus illégaux, et puis le Digital Market Act pour protéger les utilisateurs européens et leurs données. Où là c'est la version européenne, on dirait, de la... Pardon. C'est la version européenne de la RGPD. Cet ensemble est censé assurer une souveraineté des données de l'UE. Et bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que cette souveraineté des données de l'UE soit garantie par l'application de ces règlements, en assurant leur protection, soit sur leur lieu de traitement ou de stockage. Parce que c'est bien gentil de faire un texte, mais si le texte n'est pas appliqué ou s'il ne s'applique pas directement sur les problèmes concernés, c'est inutile. Et là, on voit déjà les difficultés, parce que là, vous regardez l'adoption de ces textes au niveau européen, on voit qu'il y avait des écarts de réflexion entre les différents pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Certains pays étant pour une libéralisation beaucoup plus grande à l'américaine, tandis que d'autres étaient pour effectivement mettre en place un système assez proche de celui qu'avait mis en place la France avec la RGPD. Alors, cette souveraineté numérique, il est vrai qu'elle est prévue aussi, il ne faut pas l'oublier, pour développer la concurrence sur les marchés numériques avec les géants du secteur. Parce que dans tous les États dont on parle, dans les groupes d'États dont on parle, en particulier chez nous, le problème que nous avons, c'est que nous avons des entreprises géantes qui sont souvent plus puissantes que les États. En tout cas, les GAFAM, ils sont plus puissants que les 3/4 des États du monde. Au niveau, leur chiffre d'affaires est supérieur au PIB des 3/4 des États du monde. Donc, à l'évidence, ça pose problème. C'est qu'ils ont une puissance supérieure à celle des États, donc ils sont capables de contourner, s'ils le veulent, un certain nombre de règles. Et donc, c'est contre ça qu'il faut lutter, parce qu'il faut donc arriver à permettre la concurrence. Donc, d'éviter que ces sociétés géantes nous imposent des règles internationales et se substituent aux États, car à ce moment-là, il est évident qu'il n'y a plus de souveraineté. On revient à la mondialisation, parce que ces sociétés ont été conçues dans un cadre de mondialisation. Et elles le savent. Donc, elles, leur intérêt est de continuer, évidemment, à aller dans ce sens-là. La mise en œuvre de la sécurité numérique, au niveau des enquêtes, doit permettre donc des sanctions réelles.
Si on veut que ces lois soient appliquées, que ces textes qui nous protègent soient appliqués, il faut qu'il puisse y avoir des sanctions. Et là aussi, on voit toute la difficulté de mettre en place des sanctions réellement exécutables et exécutées, hein, au niveau de pays européens comme au niveau international. Je vous regardez par exemple Apple, hein, qui risque une amende très importante sur son CA mondial, sur son chiffre d'affaires mondial, pour abus de monopole. Je vous rappelle que le risque qu'ils ont, c'est 6% d'amende sur le résultat mondial. Il est évident qu'on ne condamnera pas une société comme Apple à 6% d'amende. Mais néanmoins, le fait qu'elle puisse être condamnée et qu'on puisse récupérer une partie, et on l'a vu récemment en Irlande, hein, eh bien, ça fait évoluer les choses dans le bon sens, parce que ça oblige même les plus puissants à plier. Je me rappelle, parce que ça c'était à l'époque quand la première élection du président Trump aux États-Unis, tous les GAFAM étaient vraiment en opposition totale avec Trump, y compris Elon Musk. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Il les a tous convoqués dans son bureau ovale, comme vous savez, à la Maison-Blanche, et quand il les a convoqués, il leur a dit maintenant, c'est fini. Si vous ne voulez pas exécuter ce que le gouvernement américain décide, si vous ne voulez pas le respecter, on a les moyens de vous faire plier. Alors les types ont dit pas possible, il a dit si, je peux vous mettre en prison, vous, nominativement. Un peu à la chinoise, si vous voulez, vous savez, comme Jack Ma et les autres. Bon, et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous sortis tout blancs, c'est le cas de le dire, hein, de la réunion à la Maison Blanche, et ils sont tous mis en ligne pour dire, attendez, on est américain et on ne fera rien contre l'Amérique. Et ouais, on voit bien que donc, à un moment donné, il faut une contrôle et des pressions pour justement arriver à faire respecter des règles par des gens qui, par principe et par conception d'entreprise, ne veulent pas les respecter. Alors, le problème, pour nous en Europe, c'est que les capacités de remplacement des GAFAM par des acteurs européens, et on va en parler, parce que là, ça fait partie de ces problèmes, de ces frontières, de ces limites. Le problème, c'est que c'est loin d'être évident. D'autant, il faut bien le dire, que la Commission européenne se mobilise peu pour y contribuer. Regardez par exemple l'exemple de Nokia. Nokia à un moment était tout proche de faire une 5G comme Huawei. Ils étaient à mi-chemin entre Cisco qui était très en retard et Huawei qui était en avance sur la 5G. Si on avait décidé d'aider Nokia, d'investir sur Nokia au niveau européen pour développer la 5G, en 2 ans, on avait une 5G européenne aussi performante que celle de Huawei. On en a été incapable, on a viré Huawei, mais on l'a pas remplacé par un acteur européen, alors qu'on était en avance par rapport aux Américains. Donc vous voyez bien aussi comment ça se passe. Alors là, évidemment, dans ces cas-là, le problème de la souveraineté, elle en prend un coup, c'est bien évident. Alors bien sûr, en complément de la souveraineté numérique et des données, qu'on va continuer à évoquer durant cet exposé, il faut bien sûr évoquer l'intelligence artificielle souveraine, qui elle est la capacité d'une nation à développer l'intelligence artificielle avec des talents locaux à différents niveaux en fonction de sa stratégie nationale en matière d'IA. Indiscutablement, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner l'ensemble du numérique par les formidables moyens qu'elle apporte. Mais il est évident que cette intelligence artificielle, elle aussi, elle doit être contrôlée. Il faut un contrôle exercé par un gouvernement ou une organisation sur les technologies d'IA et les données pour l'adapter à ses besoins locaux en vue de préserver ses valeurs et je dirais sa surveillance réglementaire. Parce que quand vous regardez ce qui se passe au niveau de l'IA actuellement, l'IA c'est un formidable outil, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est aussi un outil qui a un peu une certaine position de monopole, puisqu'il n'y a que relativement peu d'entreprises qui ont développé des processus d'IA. Alors maintenant, tout le monde s'y met, bien sûr. Mais il n'y a pas que le protocole, et on en reparlera aussi sur un autre aspect. Vous avez aussi les microprocesseurs qui sont utilisables pour l'IA, qui ne sont pas les mêmes que les autres. Et là aussi, qui détient les microprocesseurs? Il détient le système. Et quand on ajoute à ça que l'IA, il faut bien revoir aussi,
chaque programme d'IA, ChatGPT et tous les autres, hein, chaque programme d'IA a des biais cognitifs, c'est-à-dire que la conception même du système fait que il ne vous dit pas exactement, il ne vous fait pas exactement une analyse factuelle, raisonnable, comme on pourrait s'y attendre. Selon la programmation, ils enlèvent certaines choses. ChatGPT, par exemple, hein, pour faire plaisir à la doctrine woke aux États-Unis, a supprimé un certain nombre d'options dans ses analyses. Alors, quand vous l'utilisez, c'est formidable à 95%. Puis il y a une partie qui est oubliée, donc votre raisonnement n'est que partiellement vrai ou partiellement exact. Et ça, c'est très important. Donc et là, on rentre aussi quand si on vous vend quelque chose dont une partie vous échappe, on peut plus dire que vous êtes le vrai propriétaire ou l'utilisateur à 100% de la chose. Ça vous amène à réfléchir, hein, et ça vous amène à gérer autrement. Vous savez, c'est Joseph Webb qui est au World Economic Forum à Davos, qui ne connaît pas Davos, hein, et qui a dit je cite, hein, tous les gouvernements devraient travailler à lancer et développer des écosystèmes d'IA locaux pour piloter la compétence économique et préserver leurs propres valeurs. C'est-à-dire que Davos, qui est le centre mondial de la mondialisation, vous dit, un des patrons de Davos vous dit, attention, danger. On voit bien, donc, on voit les limites de tout ce qu'on est en train d'évoquer, hein, et l'intelligence économique, qui est très importante, hein, qui nous permet. Moi, d'ailleurs, je trouve que c'est pas bien de dire intelligence économique artificielle. Moi, je pense que c'est pas bien. On devrait dire intelligence augmentée, parce que ce serait beaucoup plus réaliste. Hein. Puisqu'en définitive, on augmente nos capacités en utilisant un outil. Hein, il faut dire la vérité. Hein. Alors, je voudrais, à partir de ça, si vous voulez, ces considérations générales sur la souveraineté, hein, la souveraineté numérique dans ses différents aspects, je crois qu'ensuite, il est intéressant, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de... Bon, ça va. Je voudrais reprendre, c'est sur quoi on peut appuyer la souveraineté numérique lorsqu'on parle justement de ces activités. Alors, si je prends une définition qui avait été donnée par François Jolin dans un article il y a quelque temps, hein, lui, il dit la souveraineté numérique, sur le plan des fondements, elle repose sur 3 piliers. L'électronique que l'on fabrique, ce qu'on appelle nous le hardware, les logiciels qui tournent, le software, et les logiciels qui offrent un service en ligne, c'est l'Internet et le cloud. Et il dit dans le fond, et là, je pense qu'il a raison, en tout cas, j'ai adopté ce qu'il dit, hein, et vous allez vous en parler. Je pense qu'il faut qu'on voit les choses. Quand on cherche les fondements et les limites de la souveraineté numérique, on est obligé d'aller à ce stade-là pour regarder là où nous avons une capacité d'intervention, de création, d'utilisation, et puis d'autres où nous n'avons rien du tout parce que ça nous échappe. Et c'est un bon exemple, c'est le hardware. Hein. C'est la filière des infrastructures. Hein. Par les serveurs, dans les data centers, qui sont reliés, ça va, merci, ça va bien, hein, qui sont reliés par des cadres optiques, des fibres optiques, à travers le monde, et qui se terminent en périphérie par tous les appareils connectés qu'on y ajoute. C'est clair, hein, on part de l'un, on va vers l'autre. Alors, quand on regarde ce qui se passe, les GAFAM, les BATX chinois, là, investissent dans les infrastructures. Là, c'est clair. Et on peut aussi investir, mais ça coûte très cher. Et puis, il faut bien le dire aussi, ça pose d'énormes problèmes au niveau de l'environnement, au niveau dégagement de chaleur, il y a beaucoup de problèmes. Ce qui ne nous facilite pas le travail dans des pays très sensibilisés, hein, à ce qui se passe, enfin dans nos pays en particulier, à l'écologie. Les câbles, eux, dont je vous parlais derrière, sont surveillés et interceptés. Alors, bien sûr, ils sont posés. Alors, nous, on a une société championne pour ça, on a Alcatel, hein, c'est le roi pour la pose de câbles. OK. Mais c'est pas ça qui est important dans les câbles. C'est le câble lui-même. Or, ils sont surveillés, interceptés, non seulement par les pays traversés. Hein. Vous savez que chaque fois qu'il y a une arrivée d'un câble quelque part dans un pays, automatiquement, on surveille ce câble, on intercepte tout ce qui passe. Hein. Ça, c'est le jeu au niveau international. Hein. Mais pas seulement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pu le voir, il y a des sous-marins
spécialisés qui se posent sur les câbles pour piquer toutes les informations du câble, hein. Il y en a chez les Américains, il y en a chez les Russes. Donc le câble est quelque chose qui nous échappe totalement et qui continuera à nous échapper. Il ne faut pas rêver, hein. On ne peut pas en tirer vraiment quelque chose. Alors, du coup, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, on voit que l'ensemble repose sur l'utilisation massive de semi-conducteurs. Alors, il y a quelques années, vous vous souvenez, Intel contrôlait toute la chaîne, c'était un quasi-monopole, hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fragmenté, avec une majeure partie de la fabrication qui, comme vous le savez, se concentre sur l'Asie, hein, principalement à Taïwan, en particulier parce que tout le monde maintenant connaît cette société avec TSMC, mais il y a également Foxconn, il y a Mediatel et d'autres. Mais il y a aussi, on l'oublie un petit peu, il y a aussi des fabrications de microprocesseurs en Corée, au Japon et en Chine avec Huawei. Ne l'oublions pas quand même, je vous en reparlerai. La clé du process est dans la réalisation des puces. Donc là encore, il y a des fabricants, hein, chez ces fabricants, le problème n'est plus, comme c'était au début à l'époque d'Intel, ce qui avait donné le monopole à Intel. Maintenant, il y a des schémas de base pour construire les puces, hein, qui sont vendus, hein, sur le marché en open source, hein, ou par des sociétés comme il y avait ARM, maintenant il y a RISC-V, enfin il y a pas mal de, il y en a plusieurs. Et la fabrication passe par un producteur sélectionné pour sa capacité selon l'épaisseur en nanomètres, sachant que plus les transistors du circuit électronique sont fins, moins on a de chaleur et plus on peut densifier le circuit. Donc la course à la faible épaisseur, hein, est effectivement très productive, indiscutablement, et explique pourquoi, dans le matériel de défense par exemple, eh bien, on utilise des puces qui sont, comme vous le savez, extrêmement fines, hein, en nanomètres. Alors la moyenne actuellement, je crois qu'on peut dire c'est entre 7 et 9 selon les utilisateurs, mais on va beaucoup plus loin, on va en parler, on va jusqu'à 5 dans certains cas. Mine de rien, ça représente 10 000 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu, hein, pour avoir une petite idée de ce que ça veut dire. Donc on fait des gravures, évidemment, dans un domaine très compliqué, et comme c'est excessivement compliqué, il n'y a qu'une société au monde qui est capable de faire ces fameuses gravures, c'est une société hollandaise. Alors, elle est donc en position quasi monopolistique. Là encore, il faut bien le dire, ça nous échappe, hein. Et quand vous voyez les puces de 5 mm, les plus petites, donc vous savez que c'est TSMC qui est la championne, hein, et qui est à Taïwan, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu justement que pour préserver, alors, on pourrait dire la sécurité économique de l'Amérique, parce que c'était bien ça, c'était pas la sécurité numérique des Occidentaux, hein, c'est celle de l'Amérique. Les Américains, en l'occurrence l'équipe de Trump, ont obtenu de TSMC de construire 2 usines en Arizona de microprocesseurs de 5 nanomètres, hein, et qui seront opérationnels en 2026, fin 2026, peut-être début 2027. Alors, entre parenthèses, pour vous, je vous signale que tant que les puces pour la défense américaine seront fabriquées à Taïwan, il ne peut pas y avoir de guerre à Taïwan. Parce que s'il y a une guerre à Taïwan, il y a le bombardement de TSMC, évidemment, par les uns ou par les autres, et l'Amérique n'a plus de puces pour ses missiles, ses chasseurs et ses bateaux. Donc quand on vous raconte que la guerre à Taïwan est pour demain, c'est une absurdité, une manipulation incroyable de l'information. Je vous le signale. Il faut regarder quand les usines en Arizona commenceront à fonctionner. Alors je note d'ailleurs que les Européens, on a réagi. Avec Breton, on a dit comme pas possible, hein, on ne peut pas laisser les Américains s'en sortir et retrouver une souveraineté sur les puces avec l'Arizona, et nous, on ne fera rien. Alors on a aussi encouragé TSMC à venir installer une usine en Europe. Le problème, c'est qu'on s'est loupé, enfin pour moi, de mon point de vue, on s'est loupé, puisqu'ils vont l'installer en Allemagne. Donc là encore, la souveraineté numérique française là-dessus, elle est maltraitée, même si nous avons une société, MicroST, comme vous savez, hein, qui est une excellente société, mais qui a fait un choix technique qui est de rester avec des puces de taille moyenne, parce que c'est les plus vendus et qu'eux, ils ont regardé l'intérêt de pas trop investir dans la recherche et de faire ça. Alors on voit que
Alors, vous voyez, dans le fond, dans tout ce qu'on vous raconte sur le hardware, les limites et les fondements de la souveraineté numérique, on voit que c'est pas si simple que ça. Hein. J'ajouterais que les Américains avaient pensé, quand ils ont interdit la vente des machines hollandaises ASML aux Chinois, et quand ils ont interdit aussi à TSMC de vendre les puces très fines aux Chinois, ils pensaient gagner 10, 15 ans par rapport aux Chinois dans la bataille concurrentielle qu'ils ont actuellement. Très intéressant, Huawei, qui a été la cible, je te rappelais tout à l'heure pour la 5G, Huawei l'année dernière a été la société mondiale qui a déposé le plus de brevets. Il faut dire qu'elle investit 12% de son chiffre d'affaires en recherche. C'était unique, hein. Bon. Et ils ont réussi à rattraper 50% du retard sur les puces par rapport aux Américains en 2 ans. Ça, c'est en 3 ans. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils vont les rattraper. Et ils vont être, dans un peu de temps, dans 1 an ou 2, hein, à la vitesse où ça va, ils seront très proches. En tout cas, suffisamment proches pour qu'on soit à peu près dans un jeu à armes égales. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que là aussi, quand même, il y a une leçon à en tirer avec les Chinois, c'est que si on veut effectivement investir, faire les efforts nécessaires pour se créer quelque chose qui est à la pointe du progrès, on peut le faire. Si eux, y arrivent, il n'y a aucune raison que l'Europe ne puisse pas y arriver. Mais pour ça, il faut une volonté et il faut des moyens. Et là aussi, c'est un élément qu'il faut prendre dans la souveraineté, c'est de se dire que si on ne met pas les moyens, si on n'a pas la volonté de créer ou de conforter cette souveraineté numérique, et bien évidemment, c'est très difficile ensuite de pouvoir la réaliser. Alors, c'est vrai que dépendre des puissances étrangères pour le hardware ouvre la porte, bien entendu, à la surveillance et aux interceptions par ceux qui détiennent ces outils. Hein. On l'a vu, je rappelais tout à l'heure, avec Cisco pour la 4G et Huawei pour la 5G, où vous vous souvenez tous que l'enjeu n'était pas de passer de la 4 à la 5G, mais c'est que ces techniques permettent de faire des écoutes, de développer des écoutes à très grande échelle, que la 4G permettait à Cisco d'écouter tout ce qui se passait en Europe, et que si on passait à la 5G Huawei, eh ben, c'était les Chinois qui allaient remplacer les Américains, ce qui était insupportable pour les Américains. Eh oui, c'est ça l'histoire de la 5G, c'est pas autre chose, hein. Donc, pour limiter le risque, il faut avoir des entreprises capables de construire, de concevoir, de produire en France ou en Europe. Hein. Et là, eh bien, il faut aussi s'appuyer sur des labos de recherche. Et je note, alors toujours pour parler de tout ce qu'on a, nos capacités et nos difficultés, je note que nous avons le CEA Tech, hein, qui est le centre de recherche du CEA à Grenoble, qui est à la pointe, y compris dans les microprocesseurs, puisque, je ne sais pas dire, c'est très intéressant de le voir, toutes les grandes sociétés, les GAFAM, se sont toutes installées à Grenoble. Alors allez savoir pourquoi ils vont tous à Grenoble. Ben, c'est simple, c'est parce qu'ils veulent bénéficier directement ou indirectement par des techniques d'espionnage de ce que fait le CEA Tech, parce qu'il est à la pointe, encore aujourd'hui, qui est à la pointe dans ses recherches. Donc, on a des opportunités, mais il faut bien reconnaître, dans le hardware, on ne les saisit pas beaucoup. Alors, basculons sur le deuxième. Je ne veux pas être trop long, parce que sinon, je vais me faire tuer. Encore que Marc Vatanguard me disait, le plus de temps possible sera le mieux. Hein, comme ça, la table ronde, on n'aura pas trop à se fatiguer. Mais, bon, alors, hein, le software, donc, où on en est là-dessus? Parce que c'est évidemment un deuxième volet. Alors, il faut bien dire qu'il existe autant de logiciels tournant sur le hardware que d'usage. Ça, c'est vrai. Mais les plus critiques étant les systèmes d'organisation, les OS, qui correspondent à chaque système, je dirais à chaque grand fournisseur. Et chacun de ces systèmes, en réalité, crée une sorte de monopole. Car leurs applications sont conçues pour cet OS et pas pour les autres. Sauf qu'à... Alors bien sûr, il y a des réglementations actuellement qui essaient de changer ça et progressivement d'imposer que on puisse être utilisé par différents OS, mais pour le moment, on voit bien, quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez les volumes, on s'aperçoit qu'il y a effectivement de ce côté-là, hein, les applications dépendent véritablement à
dans l'immense majorité, elles sont conçues, elles travaillent pour un OS particulier. Et c'est terrible, parce que plus vous avez d'utilisateurs, plus ça attire les applications. Et plus il y a d'applications, plus il y a d'utilisateurs. Donc c'est un cercle vertueux. Alors on peut appeler ça cercle vertueux. C'est un cercle vertueux qui en permanence va vous renforcer en tant qu'OS et va attirer tout le monde vers le vôtre. Alors quand on veut aller là-dedans en créant quelque chose, c'est pas facile du tout. Et le meilleur exemple, je crois que c'est pas une critique, bien au contraire, parce qu'ils sont très efficaces, c'est Microsoft. Microsoft qui propose un OS avec un ensemble d'applications permettant de répondre pratiquement à tous les besoins. Donc, ils sont, et évidemment, c'est attirant. Alors, soyons clairs, tout OS permet d'espionner son utilisateur directement ou par des backdoors. Ça, il faut bien comprendre aussi que, quelle que soit l'origine, à part les open source, et encore, ça dépend lesquels, il y a une possibilité de... Alors, c'est très important ça, parce que quand vous pensez en plus que dans le software arrive toutes les semaines, alors les chiffres varient. Moi, j'ai noté 5000 virus par semaine, mais il y en a beaucoup plus, je pense. Mais quand on pense qu'il y a en permanence des créations de virus qui permettent de piller, de détourner, de copier ou de détruire les données, ou encore d'organiser des demandes de rançon, on se dit que c'est un environnement extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et le virus est devenu non seulement une arme, mais je dirais même un moyen. Parce que, vous savez bien, les virus, vous en avez de tout genre. Tout le monde connaît Petya, WannaCry et tous les autres, c'est clair. Mais aujourd'hui, n'oubliez quand même pas aussi que ça peut aller beaucoup plus loin. Quand vous avez des virus qui sont capables de faire des destructions massives, comme on a vu le Stuxnet, vous savez, le virus qui avait été conçu pour les centrifugeuses iraniennes, on a vu après Olympic Games et d'autres qui étaient du même style. Bon, ces virus, ce qu'on appelle nous les virus qui traitent les SCADA, les systèmes automatiques des usines, ça vous met une usine en l'air. Et aujourd'hui, dans les ransomware qui sortent, là, je vais pas en tout de suite. Il y en a qui connaissent beaucoup mieux, comme Guillaume, beaucoup mieux que moi, tous ces problèmes-là. Donc, je me garderai bien d'aller dans des domaines d'experts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans tous les coins du monde des groupes criminels qui ont récupéré ou qui ont mis au point des virus de cette sorte-là et qui n'hésitent pas à les utiliser pour demander des rançons. Alors, ça marche, Si vous avez regardé, et puis ça marche, et puis il y en a d'autres qui sortent. Si vous avez regardé il y a quelques peu de mois d'ailleurs, en Ukraine, il y a une ville toute l'électricité de la ville a été coupée pendant 12 heures. Virus envoyé par les Russes, évidemment. Et moi, ça m'a rappelé une vieille histoire aussi, c'est à l'époque où Sony a été attaqué à San Francisco, à Los Angeles. Sony avait attaqué, il y a eu une réplique américaine sur une ville de Corée du Nord, où là aussi, ils avaient coupé l'électricité. Alors, vous me direz, ouais, couper l'électricité, c'est pas agréable, c'est dur. Non, c'est pas ça. C'est que tous les gens qui sont dans les ascenseurs sont bloqués. Tous les feux ne fonctionnent plus, une pagaille générale dans la ville. Enfin, il faut voir toutes les conséquences. On a tendance, nous, à voir ça de loin. Non, c'est pas uniquement de plus avoir de lumière. C'est pas beaucoup plus loin. Donc, tout ça, ça secoue sérieusement, bien entendu, ça secoue sérieusement cette partie qu'on appelle la souveraineté. Par contre, il faut toujours être optimiste, L'exploitation des failles des OS et des applications ouvre des possibilités qui justifient les travaux de recherche pour les détecter et les éliminer. Et d'autre part, l'open source, je vous disais tout à l'heure, qui a pris fort heureusement beaucoup d'ampleur, a réduit une partie du danger, et de la dépendance d'ailleurs. Or, l'open source est en train de devenir la norme la plus utilisée par tout le monde. Et je salue la gendarmerie. La gendarmerie française, par exemple, utilise un OS, dont je vous parlais tout à l'heure, les OS, utilise un OS qui est basé en open source, sur Linux, et qui en est un bon exemple, parce que justement, il est souverain. Donc c'est possible, une fois de plus, c'est possible s'il y a une volonté de le faire, puisqu'un service de l'État, la gendarmerie a été capable de le faire toute seule avec ses moyens, parce qu'elle le voulait.
Donc on peut, tout ça pour vous dire que la souveraineté, plus ça va, et plus je pense que c'est d'abord et avant tout une question de volonté. Et comme disait le philosophe, hein, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors, j'en arrive au troisième volet, hein, le cloud. Les Américains ont été les premiers à créer des clouds pour stocker les datas, bien sûr, et créer des services et des logiciels en ligne. Le problème qui est venu avec les Américains, c'est qu'à côté de ça, ils ont développé des lois extraterritoriales qui permettent, comme vous le savez tous, aux services, aux administrations, hein, de pouvoir consulter et copier tout ce qui se passe à travers ou utilise un élément américain. Hein, si vous utilisez une banque américaine, si vous utilisez le dollar, si vous utilisez une société américaine pour faire un transfert, tout, hein, même Internet, si vous utilisez des GAFAM, vous tombez sous le coup de la loi américaine et on peut, à ce moment-là, on peut vous pomper tout ce que vous avez, c'est normal, c'est le jeu. Alors, ça pose de vrais problèmes parce que ça veut dire que dans ces clouds américains, on n'a plus aucune sécurité. Ou ces clouds américains, ou indirectement américains, pour raison que je viens de vous dire. Hein, et ça se comprend aussi, parce qu'il faut aussi voir les choses. On se regarde toujours nous-mêmes, donc on a tendance à tout interpréter par nous-mêmes, mais quand vous êtes avec les Américains, il faut bien comprendre un problème de base. C'est que pour eux, tout ce qui sort de chez vous, vous tapez, vous envoyez quelque chose sur votre ordinateur, tout ce qui est sorti, hein, donc fait partie de ce qu'on peut commercialiser. La RGPD est incompréhensible pour les Américains. Il faut bien le voir. C'est ça qui est important. Hein, donc, aujourd'hui, pour les Américains, ils ont le droit de le faire, c'est normal, parce qu'on commercialise tout ce qui sort, donc on utilise tout. Le problème, c'est que ça va plus loin aussi, parce que vous avez des gens comme Facebook, mais Waze, pour prendre une autre application, ou TikTok par exemple, qui profitant de cette approche américaine vont plus loin et carrément vous aspirent vos données. Alors bien sûr, on vous dit faites attention, en France, ne l'autorisez pas, appuyez sur les petits boutons, mais quand on vous envoie un programme en vous disant voilà le règlement, un nouveau règlement de la société, hein, il y en a 60 pages en vous disant est-ce que vous êtes d'accord pour ci, est-ce que vous êtes d'accord pour ça, et ainsi de suite, vous lisez pas les 60 pages, vous allez au bout et vous dites je suis d'accord. Bon, et bien c'est là où vous faites l'erreur, parce que vous les autorisez à aspirer dans vos données tout ce qu'ils veulent. Tout à l'heure, je vous parlais de Waze. Vous savez, Waze, c'est un système qui permet de se localiser. Formidable, entre parenthèses, et pour la circulation automobile, c'est parfait. Moi, une seule chose qui me gêne, c'est pourquoi il me pique mon carnet d'adresse. J'aimerais comprendre pourquoi il me pique mon carnet d'adresse, il me l'aspire. Et vous pouvez vérifier. Waze pique les carnets d'adresse. Mais il n'y a pas que, hein. Facebook fait pareil et plein d'autres. TikTok, alors n'en parlons pas. Alors les Américains se sont émus sur TikTok, vous avez vu qu'il y a des grandes histoires, mais ils font la même chose. Donc on est bel et bien dans quand même des méthodes qui ne sont pas du tout les nôtres, mais qui posent problème. C'est qu'il faut qu'on apprenne à se protéger et à ne pas faire n'importe quoi. Le cloud, c'est devenu, il faut bien le dire, un endroit dangereux pour la sécurité des données. Hein, si l'on n'y prend pas garde. Et il faut toujours valider alors c'est ça surtout, il faut toujours valider où sont localisés les data centers et connaître l'origine et les fonds des propriétaires, parce que sinon vous tombez sous le coup des lois extraterritoriales, il ne faut pas l'oublier. Alors vous me direz, oui, mais il n'y a que les Américains. C'est faux. Les Chinois sont en train d'implanter des lois extraterritoriales, copie des lois américaines. Et ils ont raison. Ils disent, vous nous piégez là-dessus, on va vous piéger aussi. Bonne guerre. Le problème, c'est que c'est nous au milieu qui prenons les coups. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Alors, ce risque réel, c'est vrai qu'il a provoqué tout ce qui se passe là. Ça a provoqué la création de clouds souverains européens. En tout cas, ça a été préconisé, hein, des clouds souverains européens, nationaux, hein, mais dont il faut bien le dire, qu'ils ont des résultats très variables au point de vue de l'efficacité, au niveau du coût, parce que ça compte aussi. Hein. Bon, et que la concurrence est rude avec ceux d'outre-Atlantique, parce qu'évidemment, ils ont de l'avance, ils sont moins coûteux, ils sont plus performants, mais il n'y a plus de sécurité. En réalité,
Alors bien sûr, c'est un système qui n'est pas génial, qui n'est pas mathématique, qui n'est pas, hein, c'est pas brillant, mais si on veut vraiment sécuriser ces données, la solution passe par une évaluation hiérarchisée des données mises dans le cloud en disant quelles sont celles que je dois vraiment protéger, celles qui sont moins importantes à protéger ou celles qui ne sont pas du tout à protéger. Parce que vous pouvez parfaitement confier à un cloud américain, ou international d'ailleurs, celle dont la diffusion ne représente aucun risque. Pas de raison, pas la peine de vous compliquer la vie. Par contre, si on a des choses qu'il faut véritablement protéger, je pense qu'il faut utiliser un cloud national, parce que là au moins on est sûr que nos données ne vont pas partir ailleurs, à condition qu'il soit vraiment national, que ce ne soit pas des actionnaires américains, que ce soit pas... Enfin, on revient toujours à ce que je vous ai dit avant. Hein, et le cloud européen, en définitive, c'est un cloud qui est entre les deux. Hein. Il nous assure une souveraineté, mais c'est européen quand même. Donc il faut faire attention parce que, certes, les lois ne sont pas les mêmes. Certes, malgré les lois dictées par Breton au niveau européen, les interprétations, les applications ne sont pas les mêmes selon les pays européens. Alors, honnêtement, la pratique, maintenant si je regarde ce qui se passe aujourd'hui, la pratique montre que nous en sommes loin. Hein, on n'est pas arrivé à ça. Hein. D'abord, au niveau, en dépit des alertes et des sensibilisations qu'on peut faire les uns et les autres, à commencer par l'ANSSI, parce que depuis le début, ils ont fait un travail formidable là-dessus, hein, de nombreuses grandes entreprises continuent à traiter avec des clouds et des sociétés américaines, et dans des domaines variés. Alors, bien sûr, le résultat, c'est que c'est piqué par l'autre côté. Mais je constate, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que ce n'est pas seulement les entreprises, mais aussi les États. L'État français. L'État français qui, dans un certain nombre de domaines, hein, sur les énergies, la santé ou même les impôts d'ailleurs, hein, a pratiqué, a utilisé des systèmes qui étaient notoirement connus comme étant de l'extérieur. Et ça me paraît très inquiétant, parce que là, on est en plein au cœur du problème de souveraineté. Quand vous touchez au territorial, c'est encore plus important que pour les entreprises. Hein. Alors, au-delà de... J'approche quand même de la fin, ça va? On est dans les temps ou pas? C'est bon, bien. Il reste encore 7 minutes. Ah ben ça va, c'est bon. Alors, je serai dans les temps alors. Au-delà du législatif, donc qui inclut la certification, les réglementations en vigueur, il y a l'optimisation de la chaîne opérationnelle, la production des données. Le maintien de la souveraineté numérique implique l'utilisation de la cyberdéfense. Et là, c'est un autre volet sur lequel je voudrais maintenant vous parler un petit peu. C'est le fait qu'une fois qu'on a parlé des piliers sur lesquels on peut créer de la souveraineté numérique, il faut quand même aussi penser qu'il faut se défendre. Parce que si on n'est pas capable de se défendre face aux attaques des autres, évidemment, il n'y a plus de souveraineté. Hein. Donc, il est important, face à l'évolution des technologies, des modes d'action utilisés par les États, et on le sait bien, par certaines entreprises et par les groupes criminels, il faut pratiquer une cyberdéfense que personnellement je crois qu'elle doit être défensive et offensive par rapport aux prédateurs de toutes sortes et de tous d'origine que nous affrontons. C'est un complément indispensable pour sécuriser sa position et en utilisant bien sûr les outils conçus pour cette mission. Alors, l'efficacité de la cybersécurité suppose d'abord, là aussi, une définition des objectifs à atteindre. Parce qu'on ne fait pas de la cybersécurité pour la cybersécurité. Il faut définir les objectifs à atteindre, il faut cadrer le périmètre à protéger. On ne protège pas tout, c'est pas la peine, c'est idiot, ça coûte cher et ça sert à rien. Mais par contre, il faut bien, comme je vous disais tout à l'heure, il faut bien regarder ce qu'on doit protéger, ce qu'on doit défendre. Et il faut également une identification préalable, un travail préalable d'identification des vulnérabilités de l'entreprise. Chaque entreprise, chaque collectivité a un vrai problème, un énorme problème de sécurité, parce qu'elle a des vulnérabilités, elle a des failles. Et à ce stade, il faut viser large, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop restreint, il faut viser large en commençant par regarder les modes de travail. Regardez par exemple, le télétravail a bouleversé complètement
toute notre approche, hein, puisque ça a étendu des lignes de communication entre des gens travaillant à l'extérieur avec l'ordinateur et le siège. Ce qui se passait avant au niveau du serveur, maintenant est souvent parti dehors, avec tous les problèmes que causent les possibilités d'interception depuis l'ordinateur déporté, l'ordinateur nomade ou le poste que vous avez entre les mains, ou votre mobile, hein, jusqu'au serveur, avec tout ce que ça suppose. Donc, de ce côté-là, il faut regarder les modes de travail, les outils, les utilisations, les bonnes pratiques, hein, de manière à... Et puis, bien entendu, il faut aussi avoir cette nécessité, il y a une nécessité de sensibilisation, de formation, et je dirais de prévention, de mettre en place des actions de prévention. Or, si vous voulez mettre en place des actions de prévention, il faut d'abord avoir identifié là où il y a des risques et comment faire face à ces risques. Hein. Il ne faut jamais oublier que sans une politique de prévention, on subit. C'est un principe de base. Hein. Et j'ajoute que le développement de la mobilité qu'on vient et des outils nomades renforce justement l'importance, hein, des communications sécurisées et des risques en interception. Alors quand on regarde, et je ne vais pas vous faire un descriptif de tout ce qui s'est passé depuis un an en France, mais je notais, hein, en 2023 que 69% des attaques ciblaient les entreprises, 20% les collectivités territoriales et 11% les établissements de santé. Et là, on voit bien que on a en face de nous des gens, alors il y a les États, il y a les entreprises, il y a aussi bien sûr les groupes criminels, on a des gens qui ont parfaitement compris qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent, hein, avec ça. Et je vous signale que, d'après une statistique que j'entendais avant-hier par nos amis américains, hein, eux, ils estiment que le total de l'argent collecté par les ransomware au niveau mondial en 2023 est supérieur au commerce de la drogue. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que les grands criminels, et ils ont bien raison, ils vont arrêter d'attaquer les fourgons postaux à coups de Kalachnikov, parce qu'on se fait blesser et on se prend 30 ans de prison. Hein. Ils vont arrêter de faire de la drogue avec des chaînes, avec des petits dealers et tout ça, parce que quand on se fait prendre, c'est pas bon. Puis en plus, maintenant, en France, on se fait tirer dessus. Hein. Par contre, quand vous faites une opération de ransomware en étant dans un pays étranger, que vous attaquez le pays, la société, que vous touchez, que vous faites payer en bitcoin, que par un système extrêmement rapide, on transfère de banque en banque ou de poste en poste vos bitcoins, eh ben, à la fin, le gars, il a risqué quoi? Pratiquement rien. Pratiquement rien. Et s'il se fait prendre, qu'est-ce qu'il risque? Pratiquement rien. Parce que les lois ne sont pas encore adaptées à ça. Alors ça, il faut en être conscient. Hein. On est rentré dans un autre monde dans lequel nous n'en sommes qu'au début. Hein, et je vais juste vous citer quelques exemples de ce qui s'est passé depuis, très rapidement, hein, depuis le début de cette année. Très intéressant. Au mois de janvier, par exemple, on a eu des attaques d'hôpitaux. C'est super, les hôpitaux. Vous savez, quand le matin, à 6 heures du matin, on arrive dans l'hôpital, tous les écrans sont noirs. Alors les infirmières disent, ah, mais le traitement du malade, ah ben je sais pas ce qu'ils prenaient, on ne sait pas. À 7 heures, les chirurgiens arrivent et disent je dois opérer, ah ben je sais pas de quoi. Et on lui coupe l'oreille, on lui coupe la jambe, on n'en sait rien. Ah oui. Et à 8 heures, il y a quand même des gens qui commencent à être malades parce qu'ils n'ont pas eu leurs médicaments du matin. Et que fait le directeur de la santé? Alors, bien sûr, la police française, le gendarmerie va dire surtout ne payez pas de rançon. Mais s'il y a un mort, qui va en prison? C'est le directeur de l'hôpital? C'est pas le gendarme ou le policier? Et là, malheureusement, dans la plupart des cas, ils payent. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Alors, en France, je vous en citais 2 au mois de janvier de cette année, il y en a d'autres. Hein. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est en Virginie, aux États-Unis, où il y a un groupe de hackers spécialisés dans les attaques de santé. Eux, ils ont réussi à attaquer tous les hôpitaux d'un comté américain, en Virginie. Ça devient très sérieux. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Quand vous regardez nos collectivités territoriales, vous découvrez que, hein, en avril, par exemple, Saint-Nazaire, hein, a eu une attaque qui a paralysé ses systèmes d'information et tous les systèmes numériques. Et à Pont-à-Mousson, la communauté de communes, elle a eu un cryptovirus qui lui a effectivement noirci tous ses écrans. J'en cite 2 comme ça pour vous dire que
Ça arrive donc même dans des petites collectivités territoriales comme dans des grandes villes, de même que ça arrive dans des hôpitaux, comme je vous citais tout à l'heure les hôpitaux. En janvier, il y a eu l'hôpital Simone Veil à Cannes, hein, qui a été attaqué, mais en même temps, il y a eu un autre groupe qui s'appelle Ramsay Santé, qui a eu 2 hôpitaux attaqués en même temps. Alors là, en plus, eux, ils ont eu à faire face à 2 attaques simultanées sur leurs hôpitaux. Ça devient compliqué tout ça. Hein. Et je ne peux pas vous en sortir trop, mais Engie, hein, Engie c'est quand même une sacrée société. Hein. Engie a subi une cyberattaque d'un groupe de hackers connus qui s'appelle Lapsus. Hein, et dans le même temps, en mai, Intersport, que vous connaissez, hein, la société de vente de produits de sport, hein, eux, ils se sont fait voler 52 gigas de données sensibles sur leur entreprise. Alors là, ça commence à faire réfléchir encore plus. C'est-à-dire que la boîte, ils l'ont déshabillée littéralement. Hein. Vous voyez, alors, je ne vous parle pas d'attaques permanentes, si vous voulez, ce qu'on appelle le phishing ou l'hameçonnage sur les clients, comme par exemple la SNCF ou la Société Générale, qui sont englués depuis le début de l'année dans des problèmes comme ça et qui n'arrivent pas à les résoudre complètement. Donc, on est dans il y a une évolution terrible parce qu'on se fait attaquer de partout. Et c'est pas fini. Donc, si on veut préserver, et c'est là-dessus que je veux insister, si on veut préserver notre souveraineté numérique, hein, il est indispensable, hein, qu'on mette en place et qu'on développe des capacités de défense. Alors, bien sûr, il y a l'État avec l'ANSSI, hein, qui a fait plein de choses, qui sensibilise. Il y a la DGSI qui fait des formations pour sensibiliser les gens, mais ce n'est pas suffisant. Tant que nous tous, on ne sera pas capable de se sensibiliser nous-mêmes en appliquant un certain nombre de règles qu'on nous aura apprises, eh ben on aura des problèmes et on ne pourra pas parler sérieusement de souveraineté ou de défense de souveraineté. Alors, je voudrais, pour conclure, si vous voulez, hein, ou presque, hein, excusez-moi, voilà. Au-delà du législatif, incluant la certification et les réglementations en vigueur de l'optimisation de la chaîne dont je vous parlais tout à l'heure, hein, au-delà de la protection des données, au-delà du maintien de la souveraineté numérique, hein, il faut qu'on comprenne, qu'on voit, qu'on comprenne bien quels sont les fondements, les bases de la souveraineté numérique, qui est devenue absolument nécessaire pour les raisons que j'évoquais au départ, c'est-à-dire cette évolution vers des groupes de pays, pour nous l'Europe, hein, et qui doivent apprendre à se défendre et à se protéger. Donc, nécessité d'une souveraineté numérique, c'est indiscutable, mais à côté de ça aussi, la connaissance de ce que ça représente et des endroits où nous avons la capacité d'intervenir. Si vous voulez, on ne peut plus, je crois que, après tout ce que je viens de vous dire, on ne peut pas évoquer la souveraineté numérique en pensant qu'en un pays comme la France, et je crois même comme l'Europe d'ailleurs, hein, on ne peut pas dire qu'on va faire une souveraineté numérique globale et totale. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Et j'espère vous l'avoir démontré. Tout ce qu'on peut faire, par contre, c'est de repérer dans toutes les chaînes et dans tous les domaines des possibilités dans lesquelles nous avons effectivement des possibilités d'être le leader ou d'assurer une vraie sécurité, une vraie souveraineté, parce qu'on a les moyens de le faire. Et c'est ça qu'il faut jouer. Donc on ne peut plus être dans la sécurité numérique globale. Nous sommes dans une sécurité numérique qui doit être adaptée à chaque problématique et qui va, sur certains points, être, si on peut dire, renforcée, mais dans d'autres, dans lesquels on abandonnera le combat parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas le tenir. Hein. Et c'est sur moi que c'est la base de tout. Il faut comprendre que maintenant, il faut être modeste. Hein. Nous n'avons plus, on a eu à une époque, hein, mais nous n'avons plus aujourd'hui la possibilité d'assurer une souveraineté totale. En tout cas, c'est ma conviction, et c'est pour ça que je voulais vous la faire partager. Je vous remercie de m'avoir écouté.